Bon, midi 46, on va commencer tranquillement. Bonjour tout le monde. Je me présente, Daniel Letemps, je suis coordonnateur scientifique du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour le premier séminaire midi de la saison, de la session d'automne. On en avait fait par Zoom là, au mois de mai et un peu au mois de juin. Là, c'est le premier depuis la fin de l'été et cette drôle de rentrée. Euh, Juste vous rappeler rapidement, là, je sais qu'on commence à être habitué, mais bon, le séminaire midi, c'est un cadre assez. Habituellement, on est au CIRS dans une salle, on mange pendant que les gens qui font la présentation parlent. C'est très informel et ça se veut comme tel. Le but de ces séminaires midi-là, c'est de présenter des recherches qui sont à leur début ou en tout cas en cours de réalisation. Donc, ce pas des résultats qui seront énoncés là, c'est vraiment des hypothèses et des avenues à explorer pour les personnes qui vont faire les présentations cet automne. Euh, donc, habituellement, là, on laisse les gens assez libres d'interrompre les conférenciers pour poser des questions, pour réagir. Je vous invite à utiliser les boutons qui sont dans le bas de votre écran, là, la petite main, des trucs comme ça, là, si vous voulez réagir, puis je vous donnerai la parole quand Florence aura un blanc dans son discours. Euh, donc aujourd'hui, on a une présentation d'une doctorante en sciences, technologies et société à l'UQAM, Florence Lucier-Lejeune. Je retourne à mon écran de petit texte. Donc Florence a eu un parcours professionnel en marketing numérique et puis elle a décidé de revenir aux études pour faire son doctorat en STS à l'UQAM. Elle s'intéresse au discours de transformation porté par les promoteurs des nouvelles technologies. Elle a un point de vue assez intéressant parce qu'elle a participé elle-même ou contribué à ce type de discours là, dans ses expériences professionnelles antérieures. Et donc, c'est ce qui l'a mené à s'y intéresser. Vous pourrez aller consulter aussi sur le blog du CIRS. Là, il y a un petit entretien qui a été fait avec Florence justement sur son parcours et puis un peu ses sujets de recherche. Donc aujourd'hui, elle nous présente son sujet de thèse de doctorat. Euh, la présentation s'appelle Le rôle des promesses technoscientifiques dans la trajectoire de l'intelligence artificielle au Canada. Je ne sais pas si c'est le titre de la thèse, mais en tout cas, c'est le titre de sa présentation d'aujourd'hui. Donc, Florence, je te laisse la parole. Vous êtes libre, là, en passant, de laisser votre vidéo ouverte. Ça peut être plaisant d'avoir l'impression de parler à des gens. Donc, voilà, Florence, c'est à toi. Oui, parfait. Je vais juste partager mon écran pour la présentation. Est-ce que tout le monde voit bien, j'imagine? Oui, OK, super. Donc, l'introduction a déjà été faite par Daniel. Je commençais d'emblée avec un exemple de promesse pour bien situer de quoi qu'on parlait, mais c'est sûr que je vais revenir un peu plus loin sur les économies de la promesse, là, essayer de définir ça un peu plus. Mais ici, on a un exemple assez commun de promesse par rapport à l'intelligence artificielle qui est tiré d'une institution réputée, là, le Conseil national de sciences et technologies. C'est un extrait de leur dernière politique publique en intelligence artificielle. Donc, au niveau du plan de la séance informelle, mais bon, je ne vais pas le faire un PowerPoint, ça rend quand même les choses un peu formelles. Je vais commencer par situer l'emballement entourant l'intelligence artificielle, essayer d'en venir à une définition aussi, puis parler brièvement de la problématique et de la revue de la littérature, bon, les sections traditionnelles que vous connaissez. Puis c'est ça, je voulais juste rappeler que mon projet de thèse est encore au stade de promesse, là, justement. Donc, comme disait Daniel, là, il n'y aura pas de résultats concrets, empiriques que je vais vous présenter aujourd'hui, mais ça fait que c'est justement une bonne occasion d'avoir des commentaires, des suggestions. Là. Hey, c'est bizarre, moi. Bon, pardon, j'ai tendance à parler toute seule parce que j'oublie que vous êtes là. Mais, OK. Donc, au niveau de l'emballement mondial entourant l'intelligence artificielle, ça aussi, vous êtes sûrement tous familiers avec l'emballement. Là, on en entend tellement parler, justement, dans les médias. C'est le cadran en haut à gauche.
À partir de 2015, les médias vont vraiment parler davantage d'intelligence artificielle. Ça, c'est tiré de la base de données Eureka. Après ça, l'autre cadran en haut à droite, c'est concernant les dépenses du gouvernement américain en intelligence artificielle. Bien, je trouvais ça intéressant de le mettre là parce que c'est un acteur important dans le développement de l'informatique, de différentes technologies ou sciences également, mais qui ont été les premiers à investir en intelligence artificielle dans les années 60 environ. Puis, on voit simplement qu'en 2000, il ne se passe plus rien là, au niveau de l'intelligence artificielle, mais que ça va recommencer justement là, au début des années 2000, puis ça va repartir de plus belle au courant des dernières années. Je voulais aussi montrer les investissements privés. Là, c'est seulement aux États-Unis. On voit justement qu'à partir de 2015, il y a aussi cette croissance-là d'investissement en intelligence artificielle. Puis le dernier en bas à droite, là, je ne vais pas y revenir durant la présentation, mais c'est quelque chose que déjà dans la littérature, on voit effectivement que quand il y a des promesses, quand il y a beaucoup d'attentes par rapport à une technologie, soudainement, l'éthique va se greffer à ces discours-là. Ici, c'est dans le fond toutes les notes de conférence qui portent sur l'intelligence artificielle. Bien, toutes les notes. Je pense que c'est seulement aux États-Unis, là. Depuis la fin des années 70 jusqu'à maintenant, bien, on voit que plus il y a de conférences en intelligence artificielle, bien, il y a de plus en plus de conférences qui parlent d'intelligence artificielle et d'éthique à la fois. Donc, ça, c'est un élément qu'on pourrait revenir également. Puis, évidemment, au Québec, le Québec et le Canada, puis moi, je veux plus étudier ici, effectivement, ne fait pas exception à cet emballement-là. On a vu plusieurs investissements, tant au niveau provincial, tant au niveau fédéral, qui se sont faits en intelligence artificielle. Les chiffres exacts, c'est plus qu'1 million de dollars depuis 2016 et en 2019, le budget provincial réinjectait ou annonçait 330 millions de plus. Mais justement, pour renforcer cette position de leader-là en intelligence artificielle. Donc ça, c'est une rhétorique c'est un discours très commun d'être en avant de la parade. Donc, je trouvais que cette présentation-là démontrait aussi cet effet d'entraînement qu'il y a eu avec l'emballement autour de l'intelligence artificielle au courant des dernières années. Donc, à partir de 2017, en 2017, le Canada va lancer sa politique nationale en intelligence artificielle. Donc, ça, c'est... Puis après ça, il y a eu, ce qu'on voit clairement, là, il y a eu plusieurs pays qui ont développé leur stratégie nationale en intelligence artificielle. Donc, tout ce discours-là d'être les premiers d'une course, de le faire parce que les autres sont en train de le faire, c'est très commun dans les discours concernant les économies de la promesse. Puis, bon, maintenant, pourquoi au Canada? Il y a sûrement plusieurs raisons, là, pourquoi il y a cet emballement-là en intelligence artificielle, mais c'est sûr qu'il y a eu des avancées qui se sont faites en IA qu'on appelle connexionniste, là, au courant des dernières années, à travers le centre, le CIFAR, l'Institut canadien de recherche avancée, qui a été créé en 1982, début des années 80, puis tu sais, c'est vraiment toutes sortes de programmes là, qui sont lancés à travers cette institution-là. Et il y a eu le premier programme, je l'ai pas écrit parce que, bon, je ne sais pas, il ne semble pas avoir eu le temps de percer avec le premier programme là, qui a été lancé en 1983. Je pense que c'est une grande fierté pour eux parce que c'est le premier programme qu'ils ont lancé, puis ils ont lancé plein de choses dans différents domaines, dans différentes disciplines. Mais le premier qu'ils ont lancé en 1983, c'est Artificial Intelligence, Robotics and Society. Et puis pour l'anecdote, je trouvais intéressant le Society parce que seulement après 1 an, ils vont retirer l'aspect social de leur programme parce que c'était trop compliqué, l'interdisciplinarité là, entre informaticiens et sciences humaines. Il y avait de la difficulté, soi-disant, à recruter puis à interagir entre ces différentes disciplines-là. Bon, ça, c'est plus anecdotique, mais le programme qui a vraiment connu des avancées avec l'IA connexionniste, c'est le programme qui est nommé ici en 2004, puis qui a été avancé, dont les principaux acteurs sont affichés à l'écran.
Puis, grâce à ce programme-là, à travers ce programme-là, il y a eu des avancées qui ont été faites avec les réseaux de neurones. Puis c'était ça leur objectif, dans le fond, c'était de remettre au goût du jour les réseaux de neurones. Puis on a vu des avancées, reconnaissance de la voix, reconnaissance des images, traduction principalement. Puis ça a intéressé des grandes entreprises privées là, qui voulaient réutiliser ce type d'algorithme d'apprentissage-là. Ici, je reviens. Sûrement que plusieurs d'entre vous ont déjà vu le graphique. C'est tiré d'un texte de Cardon, Contet, Masnière. Dans le fond, ce qui démontre ici, c'est que justement, il y a deux courants, puis en tout cas, à mon sens, là, on n'en parle pas tant que ça, du moins dans l'intelligence artificielle récemment, qu'il y a vraiment deux courants qui ont habité le développement de l'intelligence artificielle, à la fois le connexionnisme et à la fois le courant symbolique. Puis on reconnaît justement récemment un intérêt croissant par rapport au connexionnisme. Et je vais faire des définitions vraiment grosso modo, là, générales par rapport à ces courants-là. Dans le fond, le connexionnisme, c'est la machine qui produit des prédictions à partir des données, donc à part d'exemples de solutions pour extrapoler avec des méthodes statistiques. Puis le courant symbolique, il va passer, mais c'est plus des règles formelles générales, il va passer de règles formelles, de connaissances générales transmises à la machine par des humains pour résoudre des problèmes. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a parlé beaucoup de systèmes experts là, dans les années 80. Mais pour revenir à l'IA connextionniste, c'est qu'on voit qu'il était, là, je ne vais pas expliquer les graphiques, là, mais dans le fond, c'est les publications scientifiques, le ratio de publication entre le connexionnisme, le symbolique. Donc, on voit qu'il y en avait plus dans les années 40 jusqu'à les années 60, fin des années 60. Donc là, on arrive au premier hiver de l'intelligence artificielle. Puis après, on laisse place au courant symbolique. Le deuxième hiver, il est à la fin des années 80. Mais donc, l'idée du connexionnisme était là depuis longtemps et donc il manquait des données et des capacités d'ordinateur qu'on a récemment et donc ça explique principalement beaucoup les avancées qui ont été faites dans l'IA connexionnisme. J'avoue que je ne regarde pas s'il y a je ne vous vois pas tous, là, je fais juste un petit aparté, mais peut-être Daniel, moi, je regarde s'il y a des petites mains là, qui se lèvent. À date, tout va bien. OK, mais tu me feras signe parce que moi, je te vois dans... C'est quasiment ça. C'est bon. OK, fait que... ah oui, donc, au niveau de la définition, là, on comprend qu'il y a deux grands courants, là, puis il n'y a pas de... En fait, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a pas une définition de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs définitions et ça semble faire un peu sa force de frappe comme dans les discours d'utiliser l'intelligence artificielle. Puis je veux dire ça, je pense que tout le monde est conscient, c'est pas un secret non plus. J'écoutais par hasard une conférence de chercheurs en intelligence artificielle, qui se proclamaient en intelligence artificielle, puis ils commençaient leur conférence justement avec ce fameux graphique qu'on voit souvent. Donc, on nous parle récemment, ça serait limité à ça, l'intelligence artificielle, à de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond. Puis ils commençaient leur conférence, qui était à un grand public, puis eux, c'est des informaticiens, puis ils disaient, quand je parle à mes étudiants, je dis que je fais des réseaux de neurones. Quand je parle à mes collègues ou de d'autres départements, puis je veux les impressionner, je dis que je fais de l'apprentissage automatique. Mais quand je suis devant des ventures, puis il faut que j'aille lever de l'argent, puis je vais avoir l'air visionnaire, je dis que je fais de l'intelligence artificielle. C'est sûr que c'est ça qui marche. Donc, textuellement, c'est ce qu'il disait. Donc, il y a vraiment une stratégie claire, narrative, juste avec le terme intelligence artificielle. Puis, justement, tous les développements de l'IA connexionnisme avant le connexionnisme ne s'associaient pas au terme intelligence artificielle. Donc là, j'ai brossé un tableau, si on veut, là, de différents enjeux qu'on peut voir avec l'intelligence artificielle d'un côté plus sciences humaines. Puis, j'ai pas ici indiqué toute la problématique et les questions de recherche parce que, premièrement, c'est ça, c'est en cours encore de rédaction, mais je voulais juste principalement mettre l'accent sur le fait
on se base sur des projections du futur qui sont rarement remises en question. On crée un sentiment d'urgence entre différents acteurs de l'innovation. Puis là, tous les décideurs vont réorienter leurs activités en fonction de ce qu'on nous promet en intelligence artificielle. Puis, c'est sûr qu'il y a une problématique claire, simplement au niveau qu'il y a beaucoup de fonds publics qui sont mis dans de la recherche, qui bénéficient beaucoup à des intérêts privés. Maintenant, moi, ça demeure très large, là, puis ce que je voulais regarder davantage, c'est justement, est-ce qu'on peut expliquer tout cet emballement-là au Québec et au Canada entourant l'intelligence artificielle avec les économies de la promesse, mais en me basant vraiment avec des cas très concrets. Là. En fait, je vais commencer par une entreprise qui investit en intelligence artificielle, mais qui n'est pas spécialisée en intelligence artificielle. Puis, elle a donc suivi cette vague, cet emballement-là, puis je voulais voir quels sont les acteurs, quelle est la trame narrative qui a pu les influencer. Est-ce que c'est vraiment des promesses qu'on conduit à cette équipe-là? Puis moi, mon hypothèse de départ, c'était plus de regarder du côté des firmes de consultants. Parce que, je vais revenir un peu là, sur la méthodologie, mais bref. Ça adresse un petit peu le portrait pour vous amener à la revue de la littérature sur les économies de la promesse et la sociologie de Sociology of Expectation. Là, je mets les deux parce que là, autant je critique la définition de l'intelligence artificielle, autant je voulais quand même mettre de l'avant en anglais, bon, on parle plus d'attente, en français, on parle plus de promesses, mais quand même, on observe on tente d'étudier le même phénomène, c'est-à-dire, je vais vous lire qu'est-ce que j'ai écrit là, mais dans le fond, il étudie le rôle des promesses et leur effet performatif dans la création d'un engouement pour une technologie. Ça pourrait être d'une science, mais c'est principalement d'une technologie, en analysant comment les différents acteurs se servent des possibilités du futur pour influencer le présent. Mais je vais revenir sur attente, vision, promesse. Là. Puis encore là, dans la revue de la littérature, c'est un peu parfois utilisé aléatoirement, mais ça, c'est quand même des auteurs qui reviennent et des distinctions qui me semblaient intéressantes. Les attentes, dans le fond, c'est des représentations de capacités futures technologiques, des représentations au temps présent. Là, je vais juste relire ce qui est écrit. Puis, des visions, c'est des attentes qui sont partagées par plusieurs acteurs. Et les promesses, c'est simplement des attentes positives, parce que c'est rare qu'on promet des choses négatives, là, ça ressemble plus d'un mauvais sort que d'autres choses. Et il y a l'aspect relationnel dans la promesse. On voit plus une notion d'émetteur et de récepteur de la promesse. C'est sûr qu'il n'y a pas de tribunal non plus de qui a respecté ses promesses ou pas, ce qui peut d'ailleurs être un peu problématique, mais ces distinctions-là me semblaient intéressantes. Le côté imputable, si on veut, qui est plus présent dans la notion de promesse. On peut voir, moi j'aime ça faire des graphiques là, quand j'arrive, mais on peut voir qu'il y a différents niveaux de promesses. Donc, un niveau, là, je vais montrer un niveau plus terrain. Dans le fond, le meilleur exemple, surtout pour vous qui êtes, j'allais dire à l'école, mais que vous êtes chercheur, principalement, les demandes de bourse, c'est le meilleur exemple de promesses qu'on va faire pour avoir du financement, dans le fond. Un deuxième exemple, je pense que j'ai mis des exemples ici, c'est un niveau industrie, si on veut. L'intelligence artificielle va faire en sorte de revoir toute la façon qu'on fait de l'agriculture, par exemple. Puis le dernier niveau, le niveau plus haut, mais en même temps, il pourrait être plus large. Là. Je ne sais pas à quel point ça représente bien, mais on voit bien qu'il y a bref, différents niveaux. Et c'est des niveaux plus structurants au niveau social, mais principalement, c'est vraiment économique. Là. On va créer des jobs avec cette économie-là, mais il y a beaucoup aussi de promesses au niveau environnemental. Là. On va tout régler les changements climatiques avec les nouvelles technologies. Donc ça, ce type de promesses-là rentre au niveau frame, mais simplement, on peut dire micro, méso, macro. Donc, ça, je vais revenir peut-être un petit peu sur ma méthode par rapport à ces niveaux-là. C'est pour ça que je voulais les placer ici.
Maintenant, pour les acteurs qui, dans le fond, fait des promesses, là, selon la revue de la littérature, je dois avouer que, premièrement, je voulais faire comme un graphique encore qui fait des flèches, puis, tu sais, ça part d'où les promesses, ça influence qui, mais c'est un spaghetti, dans le fond, là, c'est comme, ça dépend vraiment d'une technologie à l'autre. Il y a un des chercheurs, là, qui a vraiment beaucoup travaillé sur les économies de la promesse, Aro Van Lente. Lui, il a essayé de systématiser un peu ça, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même difficile à bien camper de façon visuelle. Fait que peut-être à terme, je vais arriver avec quelque chose, mais bon. C'est pour montrer qu'il y a toujours cette triade-là. Dans le fond, recherche, industrie, État sont bien présents dans cette dynamique-là entourant les promesses. Au niveau des chercheurs, on va parler plus de chercheurs vedettes. Parfois, j'ai pas vu ça tant que ça, mais j'ai plus entendu en conférence, comme quoi, c'est juste du gros bon sens aussi, là, les départements de communication et de relations publiques vont ajouter de la visibilité sur les avancements, ils vont aller dans type plus de promesses. L'industrie, je dirais que les investisseurs sont très intéressés par à la fois, par les promesses justement de la recherche, mais l'investissement à la base, c'est basé sur des promesses, là, sur des promesses de rendement futur. Donc, ça va un peu de soi que ça intéresse les sociétés de capital risque qui sont preneurs de ces promesses-là. Justement, je montre les entrepreneurs, eux, c'est plus des émetteurs, si on veut, de promesses pour aller chercher du financement. Et après ça, l'État, dans la littérature, ce qu'on voit principalement, c'est que les promesses influencent les politiques publiques, c'est un peu évident, mais les politiques en retour vont aussi influencer là, ces promesses-là. Donc, il y a comme cette dynamique, même à ce niveau-là, qui a été étudiée. Puis maintenant, moi, dans mon projet de thèse, je voulais davantage regarder les acteurs intermédiaires là, entre cette triade un peu plus classique. De un, parce que c'était moins étudié, mais par contre, à l'exception des médias là, qui ont été très étudiés, puis qui, évidemment, parce qu'ils donnent beaucoup de visibilité, puis de circulation de ces promesses-là. Mais comme je le disais, moi, je voulais me concentrer plus sur les firmes de consultants. Mais sinon, c'est sûr que le CDE, les think tanks, puis firmes de consultants, think tank, des fois, c'est très proche parce que des grandes firmes comme McKinsey vont s'enregistrer comme think tank aussi. Puis, c'est à titre de think tank qu'ils vont produire différentes recherches où il y a énormément de promesses. Bref. Donc, ça, c'est un portrait, mais comme je disais, il y a des dynamiques. Il y en a qui sont davantage émetteurs, il y a d'autres qui reçoivent la promesse, mais c'est justement là, j'arrive un peu à quoi ça sert pour les acteurs de l'innovation ici. Fait que, ce qui revient beaucoup, c'est à cause d'un contexte d'incertitude que justement on veut s'assurer d'avoir une espèce de contrôle pour s'assurer de bénéficier nos intérêts, les promesses vont permettre justement de calculer ce potentiel technologique-là. Qu'est-ce que ça va rapporter? Mais qu'est-ce que ça va rapporter financièrement, c'est certain, mais aussi socialement, c'est quoi les bénéfices d'une technologie? Mais je pense que le plus intéressant, c'est que ça permet une coalition entre acteurs hétérogènes. Donc, ça permet justement à des gens de différents secteurs de se rallier puis d'avoir cet impact plus fort en voulant comme attirer l'attention à travers des promesses et donc au final obtenir des ressources. Mais ce qu'on voit, c'est aussi cette espèce de quête de talent aussi là, qui semble particulièrement importante en intelligence artificielle, d'aller chercher des talents. Ça aussi, ça va être visible dans les différents discours par les acteurs de l'innovation. Là, on arrive peut-être plus au cœur, là, dans le fond, parce qu'en STS, pourquoi qu'on étudierait les promesses? Comme je disais, ça façonne, ça oriente le développement technologique. Donc, ça va permettre une analyse des acteurs en présence. Qui dit quoi, là, dans le fond? C'est quoi leur discours? Puis, principalement, comme je le mentionnais, ça étudie l'effet performatif. Donc, en émettant, on fait quelque chose. Donc, c'est ces éléments-là qui sont intéressants à creuser. D'autres pourraient avoir des critiques plus politiques, si on veut, de cette façon de fonctionner.
Pierre-Benoît Joly, c'est un qui a écrit aussi beaucoup en économie de la promesse, puis lui, il va critiquer plus justement le volet plus politique, le rôle hégémonique des promesses. Donc, ça aussi, c'est un aspect qui est intéressant. C'est sûr qu'il y a plusieurs technologies qui ont été étudiées à travers les économies de la promesse. Il y en a qui sont peut-être plus propres à justement à véhiculer des promesses comme les nanotechnologies, les biotechnologies. Mais il y a des cas un peu plus isolés comme les imprimantes 3D, les véhicules électriques. Je rappelle ça parce que, dans le fond, ce qui est difficile aussi avec les économies de la promesse, par contre, c'est de généraliser. C'est d'arriver à, bon, justement, comme je disais tantôt, je voulais faire une espèce de graphique là, qui montre c'est quoi la circulation des promesses, là, mais c'est quand même un peu difficile et périlleux. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'analyses de cas dans les économies de la promesse. On va regarder une technologie, comment elle fonctionne pour une certaine période de temps, mais on ne va pas arriver à un modèle précis. Puis là, ça m'amène justement à une firme de consultants puis ça, quand on regarde les économies de la promesse ou la sociologie des attentes, c'est mentionné souvent, ce hype cycle-là. Mais ça, c'en est un graphique qui a réussi, si on veut, à synthétiser un peu la trajectoire des technologies. Mais d'un autre côté, on peut aussi critiquer parce que, tu sais, il y a des... Ici, au lancement, il y en a qui sont lancés et il ne se passe plus rien après. C'est pas vrai qu'ils vont passer par toutes ces phases-là. Il y en a qui n'ont aucune attention, qui vont rester dans l'oubli. Il y en a qui passent par ce pic ici, là, d'attentes positives. Là, c'est quand il y a beaucoup d'attentes positives qui redescendent, mais qui ne vont jamais remonter non plus. Donc, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est un modèle, mais ce modèle-là est quand même à la fois utilisé beaucoup en entreprise pour essayer de savoir bon, c'est quand on investit ou dans une technologie, c'est quand il y a trop de hype entourant une technologie. Mais en même temps, il est aussi utilisé dans les économies de la promesse pour montrer que ça a des effets d'avoir beaucoup d'attentes envers une technologie et que ce graphique-là a aussi ses limites. Là. Donc, ça m'amène à reparler de ma méthode. Peut-être en profiter pour respirer un petit peu. Puis, je ne sais pas, il n'y a pas de questions. C'est correct, on va y aller après. Fait que la méthode, dans le fond, c'est pour ça que je vous ai parlé des différents niveaux là, des promesses tantôt, parce que c'est ça qui m'intéressait, c'est de regarder à la fois un niveau terrain, là, un niveau d'une entreprise qui a investi en intelligence artificielle, qui a investi dans une équipe puis qui a fait venir des spécialistes dans le domaine, puis voir c'est quoi comment les promesses ont circulé à ce niveau micro-là, si on veut, puis est-ce que les firmes de consultants ont joué un rôle prédominant. Mais là, je ne sais pas à quel point je vais me concentrer uniquement sur les firmes de consultants. Je ne sais pas à quel point ça va être central, mais j'espère aussi que je vais avoir d'autres pistes à partir de ce premier cas-là. C'est donc mon objectif. Puis les politiques publiques, je revenais là-dessus encore. Donc là, j'ai mis une belle image. C'était pas par nostalgie, c'était simplement parce que une inspiration pour ce cas, le micro, que je parle, le cas terrain ou organisationnel, on pourrait donner différents noms. Ça vient des auteurs Pollock et William. Là, donc, si c'est un volet qui vous intéresse, je suggère de les lire. Donc, eux, ils ont vraiment étudié ce marché de promesses-là. Il était régulé par quel acteur pour se rendre compte que des firmes de consultants comme Gartner, que je vous ai montré il y a 2 secondes avec le Hype Cycle, l'espèce de graphique, ben eux, justement, en classifiant les technologies de cette façon-là, ont un grand impact, dans les entreprises, dans les départements de technologie de l'information, je vais finir, en TI. Là. Donc, ça, c'est vraiment des firmes qui influencent les choix technologique en entreprise. Donc, je trouvais très intéressant à creuser cet aspect-là parce qu'il n'y a pas eu tant d'études par la suite à ce niveau-là. Donc, moi, ce n'est pas une étude anthropologique que je veux faire. C'est simplement à travers l'analyse de discours avec des entrevues parce que cette équipe-là a été créée il y a 3 ans.
Puis là, en plus, avec le contexte de COVID, je ne veux pas être dans une entreprise, tout se passe à distance. Donc, c'est vraiment au niveau des entrevues, puis l'analyse de discours, l'analyse thématique. Après, je veux valider là, la présence de promesses. Maintenant, je trouvais ça un peu risqué aussi de reposer sur un seul cas qui peut-être ne va pas être si porteur, si rempli de promesses comme je le crois. Donc, c'est pour ça aussi, c'est pour ça aussi que je finis ma phrase. C'est pour ça aussi que je vais regarder au niveau macro. Mais là, il semblerait que j'aurais d'autres choses à dire concernant le micro. Là. Je voulais juste donner des exemples. Dans le fond, quand je dis qu'il y a d'autres influences qui pourraient être intéressantes d'analyser, au-delà des discours des acteurs à travers des entrevues, ce serait les documents dont je parlais des firmes de consultants là, qui font qu'il y a énormément de promesses. Puis c'est ça, moi j'ai utilisé ce genre de documentation-là parfois pour justement justifier des business cases. J'ai plein de termes en anglais, mais de justifier pourquoi qu'on investirait dans une technologie versus une autre, mais souvent c'est par rapport à des projections futures. Puis il y a beaucoup de données qu'on pourrait questionner aussi la méthodologie là, qui sont faites dans ces différents documents-là. Donc, c'était une intuition là, de regarder, mais bon. Puis c'est sûr que c'est cité aussi dans les politiques publiques. Donc, ce serait une autre piste peut-être éventuellement que je vais regarder. Donc, c'est ça, je voulais parler maintenant au niveau macro, on pourrait dire politique aussi, mais c'est regarder les différentes politiques, principalement au Canada, premièrement, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, rester à un niveau qualitatif, puis regarder encore une fois le discours. Puis, dans mon examen synthèse, je regardais à peu près 14 politiques publiques de 4 pays différents, ou 16, moi ça fait plus de sens 16. 16 politiques publiques, puis dans le fond, c'est fascinant comment il y a toujours cette rhétorique-là que Van Lente avait déjà décrite là, en 1993. Il appelle ça la dialectique de la promesse. Bien, on s'entend que tout argument là, va être thèse, antithèse, synthèse. Là, ça, je suis d'accord avec ça. Mais bon, il amenait que les promesses, là, il y a la thèse qui démontre le potentiel, les possibilités de la technologie comme florissante. On est vraiment dans la promesse. Puis après ça, il y a l'antithèse qui dit mais attention, là, on a un manque de ressources, c'est limité, il faut faire attention à la concurrence et tout ça. Puis la synthèse, c'est ben let's go, il faut y aller, il faut investir, et donc pour aller chercher des fonds. Et là, je trouvais quand même, j'étais surprise de voir à quel point celle au Québec était une des plus, justement, j'ai envie de dire florissantes là, par rapport aux promesses. Là. Il y avait énormément de promesses par rapport à ceci, mais on retrouve cette forme de rhétorique-là vraiment dans vraiment plusieurs politiques publiques. Là. Donc, je vais terminer ici, là, de toute façon, juste pour que vous sachiez qu'il y a une fin quand même à tout ça. Donc, la thèse ici, c'était l'IA va transformer l'économie québécoise de façon radicale. Puis justement, on cite des firmes de consultants pour dire à quel point ça va augmenter la croissance comme la machine à vapeur. Mais là, on a l'antithèse, clairement aussi, l'explosion des investissements en IA par la Chine puis les géants technologiques. Il y a une concurrence internationale. On achète plein d'entreprises pour les talents. Donc là, il y a beaucoup le discours entourant les talents. On n'en a pas assez. Il faut vraiment former le plus possible. Puis la synthèse, il faut faire vite. Là, il y a un sentiment d'urgence. Puis, il faut réaliser l'aspiration de créer au Québec le plus grand, important écosystème d'intelligence artificielle en Amérique du Nord. Donc ça, cette dialectique de la promesse-là est très présente, comme je dis, dans les politiques publiques, puis c'est ce que je voudrais creuser aussi davantage. Mais je vais m'arrêter ici pour qu'on ait le temps de discuter un petit peu, ou si vous avez des questions aussi. Merci, Là, je vais arrêter. Oui, de rien. Est-ce que j'arrête le partage, peut-être? Oui, puis si jamais tu as besoin de revenir à une slide ou une autre, tu pourras remettre à l'écran. Pour les questions, vous pouvez utiliser les petits outils de lever la main. Sinon, vous pouvez aussi me le dire dans le chat. J'ai une question, puis je vais vous donner la parole. Juste pour éviter la cacophonie si tout le monde se met à parler en même temps. Est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre la parole?
Il n'y a personne. Tu as été tellement limpide. Jonathan Roberge. Bonjour. Là, j'ai un gros problème. Mes voisins rénovent puis ils jouent du marteau-piqueur. Est-ce que vous m'entendez quand même un peu bien? Ah ouais, on dirait qu'il y a une grosse mouche là, Oui, qui bat énorme. des Puis ailes. Ouais. elle a commencé à 8 heures ce matin. Donc, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié la présentation. Ça m'a fait réfléchir à deux choses. C'est vraiment juste des suggestions. Ce n'est pas une critique, c'est vraiment des suggestions. J'aime beaucoup la question de la promesse, mais je me suis demandé à quel point ça ne donnait pas une espèce de perspective qui était, premièrement, très holistique. Deuxièmement, qui était quand même assez téléologique, c'est-à-dire que c'est très, la promesse, puis c'est correct aussi, là, est très orientée vers le futur. Puis à la fin, ça donne une espèce de discussion sur la dialectique qui est thèse, antithèse, synthèse, qui reste encore une fois, franchement holistique. C'est-à-dire c'est l'ensemble des représentations de l'IA sur l'ensemble de la société, dans un modèle à la limite de représentation sociale. Puis quand on fait ça, je me suis demandé à quel point on n'est pas en train d'oublier l'autre partie de la dialectique qui est vraiment plus pratico-pratique, là, puis vraiment terrain sur la dimension cybernétique de cette affaire-là. C'est-à-dire que quand on fait de la promesse, c'est pas juste une projection par en avant, mais c'est aussi très, très circulaire, c'est-à-dire que c'est un self-fulfilling prophecy, puis ça a été dit dans la démonstration, c'est très performatif, cette histoire-là. Et pourquoi je dis ça, c'est que j'ai l'impression qu'en insistant un petit peu plus sur la cybernétique, bien, ça fait en sorte que, puis sur la performance, on s'intéresse peut-être plus aux acteurs qu'au discours, quoique les deux. Et là, vraiment, moi, c'est là que j'ai complètement flashé sur la présentation. Je pense que cette idée-là de regarder une espèce de niveau mezzo d'acteurs qu'on appelle les consultants, c'est absolument génial parce que, premièrement, personne ne l'a vraiment fait. Puis, deuxièmement, il faut le dire, ce sont des grands malades, là. Et en écoutant ça, je me suis replongé dans les premiers grands événements à Montréal. Je pense que Marc-Jean Murs était avec moi à l'époque. Accent Venture, qui est quand même une grande boîte de consultants, avait des discours futurologiques complètement délirants. Et quand vous avez montré la stratégie québécoise en IA, il faut quand même savoir que les consultants à 400 de l'heure, c'était les jeunes hommes de chez McKinsey qui n'ont aucune idée de quoi ils parlent non plus. Et dans cette branche-là là, de consultants, c'est pas juste de lire les grands rapports qu'ils font, mais d'aller faire des entrevues avec ces gens-là, ça serait quand même génial. Puis même chose chez BCE, on appelle ça BCD, la Banque canadienne de développement. C'est du parapublic, mais c'est comme des consultants qui investissent de l'argent aussi. En tout cas, toute cette espèce de niveau mezzo des consultants, c'est génial parce que c'est hyper performatif, hyper culturel, mais en même temps, c'est de l'argent sonnant et trébuchant, là. Donc, je ferme mon micro là-dessus parce que là, vraiment, les mouches... Merci pour le commentaire. Là. Effectivement, oui, c'est ça, de faire des entrevues avec eux, mais je pense justement que ça va être ça qui va être peut-être difficile. Là, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a déjà dit aussi, là, que l'accès à ces firmes-là est quand même, sont assez secrets. Là, mais oui, je vais essayer là, de les rencontrer, effectivement, là, puis d'aller au-delà des rapports. Oui. Je ne sais pas à quel point c'est ça là, pour l'aspect cybernétique. Il y a plusieurs façons qu'on peut utiliser les promesses. Ça cadre le début de la problématique puis de la revue de la littérature, mais effectivement, peut-être que ça va être raffiné ou il va y avoir un autre cadre théorique qui va peut-être préciser certains aspects. Là. En tout cas, ben, je fais une autre promesse. Moi, je suis bien là-dedans. Je sais pas. Hey, mais c'est quand même bizarre hein, de te voir. Hey, j'ai l'air comme si j'ai jamais. Mais c'est parce que d'habitude, on est 2-3 dans les conférences. Là, je vois plein. Je sais que pour les profs, c'est tout le temps, c'est votre vie maintenant, là, mais c'est juste spécial. Je sais. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires qui viennent l'une ou l'autre d'entre vous? Théo Lepage-Richer. Attends, ouvre ton micro. Ou je peux l'ouvrir pour toi. Okay. Rookie, désolé. Donc, merci beaucoup pour ta présentation, Florence. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le cas de l'IA est particulier en ce qui concerne l'économie de la promesse, parce que oui, évidemment, il y a une projection dans le futur, mais je veux dire, les chercheurs en sciences informatiques sont aussi des grands historiens et ont une façon de toujours reformuler le passé de la discipline
d'une façon un peu qui accommode l'état présent. Donc, tu sais, je veux dire, en fait, c'est que la question que je me posais, c'est quand tu passais à travers l'histoire de l'IA, puis on remontait justement, bon, ben, l'approche connexionniste, le modèle de McCulloch, on passait par le AI Winter. En fait, la question que je me posais, c'est, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes dans cette histoire-là qui, en fait, la notion d'IA n'existait pas, ou du moins, c'est des concepts un peu connexes. Le modèle de McCulloch, je veux dire, c'était présenté comme un modèle logico-physiologique de l'esprit. En fait, ma question que je me pose, c'est que ce que je trouve particulier avec le cas de l'IA, c'est que oui, cette façon de projeter dans le futur le potentiel de l'IA, mais aussi de projeter dans le passé l'IA comme si l'état où on a été rendu était un peu l'accomplissement logique d'une histoire qui s'étend sur presque une centaine d'années. Donc, je veux dire, le fait même que Bengio, que Lequin, que Goodfellow s'approprient McCulloch comme un peu leur ancêtre conceptuel. Je veux dire, déjà ça, c'est une espèce de positionnement rhétorique très particulier. En fait, je me doute que je m'éloigne pas mal du projet, comment je veux dire, de ton projet, mais je trouvais ça intéressant comment, dans le cas de l'IA, on a, oui, l'aspect de la promesse qui vient jouer justement dans les projections, dans l'avenir, comment une industrie peut être transformée, comment la société au complet peut être transformée, mais aussi une façon de complètement relire toutes les avancées scientifiques des 100 dernières années d'une façon qui présente l'IA d'aujourd'hui comme justement, bon, ben, la suite logique, une espèce de mouvement de l'histoire qu'on ne peut pas arrêter. Donc, j'étais curieux de voir si justement, une espèce d'aspect de réécriture pourrait complémenter de façon intéressante la notion, justement, comme promissory de ton projet. Ou peut-être j'ai pas rapport. Oui. Non, mais tout à fait. Mais en fait, ce que je pensais surtout dans ce que tu disais, c'est peut-être pas où tu voulais aller nécessairement, mais c'est comment il y a ce besoin de réactiver sans cesse la promesse, puis on va y agreffer différents thèmes pour rester, ben là, on pourrait dire réécrire l'histoire, là, mais dans le sens qu'il ne voulait pas s'associer nécessairement entre l'IA connexionniste à l'intelligence artificielle au début. Puis justement, c'est peut-être en voyant que ça attirait l'attention médiatique ou de différents acteurs, ils ont décidé d'y aller vers l'intelligence artificielle. Mais en fait, le flash que je me rendais compte que je n'avais pas dit aussi, c'est par rapport aux médias. On voit qu'il y a eu une baisse l'année dernière. Je pense que ça n'a pas tant de rapport, là, mais bon, il y avait une baisse l'année dernière de mentions par rapport à l'intelligence artificielle. Puis là, en 2020, il y a une hausse. Puis là, je me disais, bien, est-ce que, on peut aussi étudier dans une autre direction, est-ce que la COVID, justement, va réactiver des promesses avec l'intelligence artificielle? Parce qu'on a vu, justement, certains acteurs de l'intelligence artificielle qui vont se servir de la crise sanitaire actuelle pour dire, bien, l'IA, là, ça va vous aider, ça va régler des problèmes par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à la crise actuelle. Donc, il y a toujours ce besoin de réactiver ces promesses-là. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est proche du marketing aussi, là, de se brander d'une certaine façon, là. Donc, oui, je réponds à Paris par non, là, mais je vois des liens avec ce que ton commentaire. Merci. D'autres questions ou commentaires? Je me donne la parole. Mais c'est un peu en lien avec ce que Théo a dit, Jonathan aussi. Là, il y a l'effet performatif des promesses. D'une part, il y a de justifier son existence puis sa continuité dans le temps. D'autre part, il y a les promesses ont cette fonction-là aussi, surtout quand elles font appel au passé, de se rattacher, de s'inscrire dans l'affiliation de quelque chose, puis de justifier encore une fois son existence, mais cette fois-ci pas parce que tu veux réaliser, mais parce que tu poursuis comme travail. Est-ce qu'il y a, peut-être c'est pas du tout le sujet là, de ta thèse, là, mais est-ce qu'il y a est-ce que tu en trouves des récurrences, si on veut, dans l'histoire de l'intelligence artificielle sur le type de promesses qui sont faites, par qui elles ont été faites? Est-ce que les acteurs ou les émetteurs de ces différentes promesses-là ont changé, disons, ça commence dans les années 50, l'intelligence artificielle, à ce que je comprends, dans les 70 dernières années. Est-ce que les émetteurs, est-ce que le contenu de ces promesses-là
et, comment je peux dire, récurrents. C'est un peu toujours les mêmes, qui font un peu toujours les mêmes promesses. Aussi tu pourrais dessiner aussi une espèce de panorama de ce qu'a promis l'IA à travers les décennies qui ont précédé. Bien, une promesse là, qui est très visible dès le début, c'est justement là, la notion de dépasser les capacités intellectuelles ou l'intelligence de l'homme. Là. Donc, tu sais, on promettait, par exemple, que l'intelligence artificielle allait être capable de tout faire, tu sais, toutes les tâches cognitives que l'homme est en mesure de faire. Bien, j'aimerais dire la femme aussi, là, mais il va être en mesure de faire la même chose. Mais ça a été déjà dans les années 50, puis on remarquait que, parce que la gang un peu symbolique, là, qui ont justement Minsky, qui a créé, quand il a fait sa demande de subvention pour l'école d'été de Dartmouth, c'est là qu'il a écrit la première fois intelligence artificielle. Donc, c'était déjà là pour attirer un peu l'attention. Fait que ça, de un, c'est un exemple là, aussi de juste par le terme d'aller chercher l'intérêt des bailleurs de fonds. Mais après ça, c'est ça. Pour l'IA symbolique, il y a eu beaucoup de promesses très reliées à la science-fiction aussi. Puis c'est ça. Puis quand j'analysais des articles de presse, pour un autre cours, là, mais justement de voir au courant des 10 dernières années ce qui s'est passé, comment on a parlé d'intelligence artificielle, puis ces promesses-là, comment se sont traduites. Au début, il n'y avait rien, là, on n'en parlait pas vraiment, mais il y a toujours eu, à un moment donné, ces courses avec l'homme, de battre la machine au poker, de battre la machine au jeu de Go. Il y avait toujours cette notion de battre. Mais on se rendait bien compte aussi que c'était une tâche de plus en plus précise. Là. Donc, la notion de la complexité humaine, on était capable de la reproduire avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça, l'espèce de compétition avec l'homme était très, très présente. Puis après ça, il y a eu aussi plus les craintes par rapport à l'automatisation, par rapport au travail. Ça aussi, c'est vieux comme le monde, là, mais c'est vieux comme l'industrialisation. Là, mais ça aussi, ça a été comme plus des menaces là, par rapport à ça va remplacer les tâches de l'humain, les tâches récurrentes. Puis ça, on le voit encore aujourd'hui, mais ça fait depuis les années 60 à peu près qu'il y a ce genre de discours-là également. Est-ce que c'était porté par les scientifiques qui voulaient entrer en compétition les uns les autres pour se motiver, si on veut, à dépasser, faire des progrès technologiques aussi? Parce que là, en tout cas, ce qu'on constate, ce que je crois constater, c'est que c'est beaucoup les besoins financiers là, qui viennent générer de la promesse. Là. Est-ce qu'au début de l'IA, ou en tout cas dans ces différents cycles, c'était aussi un impératif? C'est-à-dire, on promet mer et monde pour aller chercher de l'argent, ou si c'était plus sur le volet scientifique, disons, que les promesses se faisaient pour générer de la compétition? Puis, Bien, je dois t'avouer que je n'ai pas creusé tant que ça cet aspect-là, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de promesses, puis c'est pour ça aussi qu'on peut expliquer les premiers hivers en intelligence artificielle, c'est qu'il y a eu, bien, il y en a eu beaucoup, c'est vrai, avec le département de défense, justement, que je parlais, là, avec la DARPA, puis là, on disait justement, on va pouvoir traduire des documents en russe, là, parce que ça va vous aider, fait qu'investissez dans la technologie, ça va vous aider d'un point de vue militaire, puis effectivement, ça, c'était. Ben là, je reviens à. C'était pour aller chercher des fonds aussi. Mais il y avait cette tension-là aussi que j'ai pas. Mais tu sais, que le texte de Cardon rappelle bien, là, cette tension entre ces deux mouvements-là. Mais je pense pas qu'ils s'envoyaient des promesses l'un l'autre. C'était pas comme une battle de promesses là, entre eux. Mais oui, avec les organismes subventionnaires, avec la DARPA, il y en a eu quand même. À ce niveau-là. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Je ne vois pas de main qui se lève ou de manifestation quelconque. Je vois que c'est joint à nous Christian Katzenbach. Je ne sais pas s'il est là ou juste dans son oreille, là, mais juste pour vous annoncer, là, au fond, on devait le présenter officiellement avant la conférence de Florence, mais les questions d'horaire, il est en Allemagne, c'est pas toujours évident
faire coordonner les horaires, mais Christian Katzenbach est un chercheur, je ne me rappelle plus de ses affiliations, là, mais vous irez voir sur le site du CIRS, mais c'est un chercheur invité au CIRS qui devait venir faire un séjour chez nous cet automne, mais vous comprendrez qu'il est resté en Allemagne. Mais quand même, il tenait à être officiellement affilié au CIRS pour toute l'année qui vient. Donc, il va travailler avec Jonathan Roberger et Florence Millerand là, sur l'intelligence artificielle, ces questions sociales, entre autres. Donc, je vous invite à aller consulter la page sur le site du CIRS qui lui est consacrée, puis à rester à l'écoute des prochaines activités qu'il proposera pour animer un peu son séjour virtuel au CIRS. Marie-Jean, est-ce que tu voulais la parole? Oui, si on a une minute, je voulais juste revenir sur le commentaire de Théo que j'ai trouvé tout à fait pertinent. Et puis bon, moi, je n'ai pas votre background terminologique, mais pour faire simple, ça m'a tout à fait évoqué ce que moi j'appelle une sorte d'élastique, c'est-à-dire que quand on est dans le hype, le domaine qui est couvert par la terminologie devient de plus en plus large. Et puis quand le hype retombe, finalement le domaine se restreint. C'est-à-dire que je parie que dans pas si longtemps que ça, il n'y a plus tant de monde que ça qui va être en train de faire de l'IA. Et puis que si à nouveau l'IA redevient sur le devant de la scène, le bassin des chercheurs en IA et des gens qui sont liés à l'IA va de nouveau s'élargir. Et ce que je trouve vraiment intéressant, enfin, encore une fois, moi, c'est vraiment du point de vue d'une personne qui en fait son domaine de recherche technologique et technique. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça n'a pas de définition. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi au sein des informaticiens à s'entendre sur ce que c'est que les gens qui font de la recherche en intelligence artificielle. Ou du moins, oui, on accepte tout le monde parce qu'on est gentil, mais est-ce que les gens qui font de la recherche opérationnelle, ils font encore de l'intelligence artificielle? Alors, il y a ce discours qui m'horripile de dire non, parce que les problèmes sont résolus. Alors, c'est pas vrai, les problèmes ne sont pas tous résolus. Et puis, deux, j'aimerais bien savoir comment se propose ce transfert à d'autres disciplines. Alors, j'imagine que dans d'autres disciplines, il faut parler que de choses qui ne sont pas résolues, parce que sinon, on sort de la discipline. Comme par exemple, le théorème de Pythagore, c'est plus des mathématiques, parce qu'il a été démontré. Donc, voilà. Bref, ce discours est rigolo parce qu'il correspond uniquement à la notion de marketing que Florence a soulevée tout à l'heure. Et je pense qu'il y a parmi les informaticiens, et ça va être à vous probablement de me dire si je m'égare, mais parmi les informaticiens, il y a deux clans. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont complètement convaincus que c'est un discours et qui ne les concerne pas et donc ils n'en ont rien à fiche et qui ne se revendiquent pas plus d'un milieu ou d'un autre. Puis il y a ceux qui surfent sur cette vague-là, de dire « Ah oui, non, mais vous comprenez, nous, on fait de l'IA. » Et c'est inversement proportionnel à l'efficacité des contenus produits. Très étonnant. Donc voilà, c'était juste le propos de Théo m'avait évoqué ça, de dire finalement, on ne parle pas d'un domaine de recherche, on parle comme disait Florence, d'une expression marketing et bien pratique de ne pas la définir avec précision, parce que comme ça, on peut tous s'en revendiquer. Donc je ne sais pas si ça fait sens ce que je raconte ou si c'est ce que vous en pensez, mais c'est voilà, le lien entre Florence et le propos de Théo que je voyais. Merci. Florence, tu veux réagir ou pas? Je suis tout à fait d'accord. Mais j'aime ton image aussi de l'élastique, là, effectivement. Après, non, moi, je fais pas de... Sûrement là, que ça va en venir dans quelques années à ça. Là. Ou ils vont vraiment se spécialiser sur des sous-branches là, de l'IA. Là. Dernière chance, Jonathan? Rebondir sur Théo, sur Marie-Jean qui rebondissait sur Théo, sur Florence. Il y a deux choses d'intéressantes dans ce que Florence a dit. Premièrement, le fait que les concepts soient généraux et ambigus, à la limite, c'est dommageable, mais en même temps très intéressant. Je veux dire, moi, par exemple, je fais de la sociologie de la culture depuis une vingtaine d'années. J'ai un peu de la misère à vous dire qu'est-ce que la culture. Donc, les gens qui font de l'IA, d'avoir de la difficulté à dire qu'est-ce que c'est l'IA exactement, j'aurais envie de dire c'est performatif. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement,
dans le hype, il y a aussi un phénomène de mode, et dans la mode, il y a un phénomène de distinction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être dans le bandwagon avec tout le monde, à un moment donné, il faut être au-devant ou à côté. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des gens dans l'intelligence artificielle qui disent « Ah non, mais moi, je fais telle sous-branche pour arrêter d'être dans la masse de la hype et de retourner dans un plus petit créneau. » Et sur l'autre commentaire que Florence a fait plus tôt, je trouve ça intéressant l'histoire de l'application de la COVID, parce que certains ici sont allés jusqu'en commission parlementaire pour défaire l'application COVID du Mila. Et à un moment donné, on a eu l'impression que la promesse avait été brisée et que l'entente sacro-sainte entre le gouvernement du Québec et le Mila à Montréal avait été un petit peu rompue, parce que le gouvernement avait refusé d'acquiescer à la demande du Mila de faire rendre disponible public son application. Et tout ça pour dire que le diable est vraiment dans les détails, parce qu'autant la hype peut s'emballer, autant ça peut se défaire assez facilement. Et là, comble de l'ironie, la commission parlementaire avait dit qu'on n'aurait pas d'application traçage de la COVID au Québec. Et en catimini, cette semaine, ils l'ont réintroduite. Tout ça pour dire qu'encore une fois, il y a une différence entre le discours et les petits acteurs sur le petit terrain. Là. Mais de fait, les applications COVID marquent une espèce d'épisode complètement bizarroïde et loufoque dans l'histoire québécoise de l'IA. Là, je ne sais même pas ce qu'on va faire avec ça, parce que le fait que Benjo a été remercié de son application, c'est une sorte d'anomalie, là. En tout cas, on n'aurait pas prévu ça d'un point de vue d'économie de la promesse, du moins. Je pense surtout après que le gouvernement, suivant les recommandations du comité d'orientation de la GRAP en IA, comment je peux dire, avait promis le gouvernement d'utiliser les technologies développées par les compagnies auxquelles elle donnait l'argent, tandis que là, c'est l'inverse qui arrive. Mais tiens, une de celles qui est allée témoigner en commission parlementaire veut réagir. Oui, je pense que... Mais ça n'a probablement rien à voir avec l'aspect technologique. Je pense que une des raisons pour lesquelles ce n'était pas possible d'y aller avec l'application du Mila, c'est parce que cette application allait tellement trop loin que ça aurait été un tollé. Si vous allez voir je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, mais ils l'ont été longtemps. Si vous allez voir les conditions d'usage, non pas le blabla de description, mais les conditions d'usage et ce à quoi l'on s'engageait si on était amené à utiliser cette application, ça violait tous les principes de la commission, enfin de la CAI, la commission d'accès à l'information, tous les principes du commissariat à la vie privée du Canada. Donc, je pense que c'était irréconciliable. Et que, du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu le choix de ne pas y aller avec celle-là. Après, pourquoi est-ce qu'ils sont revenus cette semaine? Ça a probablement, selon moi, rien à voir avec une quelconque dimension scientifique. Je pense qu'encore une fois, on est dans le marketing et que, bon, voilà, c'est la deuxième vague, alors il faut montrer qu'on fait quelque chose. Donc, on fait ça. Mais la dimension scientifique de la validité, comment dire, de l'efficacité de cette application, elle est encore moins présente que quand on a été convoqué en commission parlementaire, parce qu'on sait même maintenant que cette application québécoise, enfin canadienne et pan-canadienne, elle sert à rien, on a des preuves, quoi. Donc, mais au moins, elle est moins toxique que la précédente qui nous était proposée. C'est déjà pas mal. Qui est proprement est délirant, parce que ce n'est pas scientifique comme argument, c'est un argument éthique et moral, alors que nous, on est supposé avoir l'intelligence artificielle la plus morale et la plus éthique au monde. Mais il n'y a pas d'intelligence artificielle dans cette application. Non, mais celle du Mila était présentée à moitié comme de l'intelligence artificielle, à moitié comme quelque chose de plus banal et à moitié comme quelque chose d'éthique, alors qu'elle ne l'était pas. Ah oui, mais attention, si on sauve des vies, tout est permis, comme tu le sais. Bon. Sur cette belle phrase, allons sauver des vies. On peut faire tout ce qu'on veut quand on le fait. Donc, lâchez-vous lousse. Merci Florence pour ta présentation. Merci à tout le monde d'avoir été là, à ceux et celles qui ont réagi de vos commentaires et vos questions. Tout cela a été enregistré. Donc, si vos amis ne pouvaient pas être là ce midi, vous leur passerez une vidéo quand il sera disponible sur le site du CIRST. Et donc, il me reste juste à vous inviter à rester au courant de ce qui se passe au CIRST cet automne. On a plein de choses par Zoom. Si vous ne passez pas
assez de temps sur Zoom dans votre journée, ben, participez aux activités du CIRS qui s'y dérouleront, puis vous aurez votre dose quotidienne. Donc voilà, je vous salue et merci encore, Florence. Merci à vous.